Et il m'a appelé, désespéré, en criant « Pourquoi engages-tu une avocate? Je ne t'ai pas dit que j'allais tout arranger? Tu gaspilles ton argent avec cette femme et en plus tu me manques de respect comme ça devant tout le monde. » Les amis, avant de commencer cette histoire qui vous touchera au cœur, dites-moi en commentaire d'où vous me regardez. Je suis très curieuse de savoir de quel coin de France ou du monde vous êtes venus jusqu'ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui malheureusement arrive à beaucoup d'entre nous, les femmes. Venez avec moi dans ce voyage. Ma mère a rencontré mon père quand elle était très jeune. Elle n'avait que 19 ans et elle s'est mariée avec lui trop jeune. Je suis arrivée comme une surprise totale dans leur vie. Je n'étais pas une enfant prévue. C'est juste arrivé et voilà. Ma mère n'a découvert qu'elle attendait une fille, qu'après ma naissance, ce fut une surprise complète pour elle comme pour mon père. De ma naissance et toute mon enfance jusqu'à mes 9 ans, j'étais la seule enfant. J'étais fille unique et j'avais une connexion très spéciale avec mon père. J'adorais la relation que nous avions, il était mon monde. Il se trouve qu'à un moment de la vie conjugale de mes parents, les choses n'allaient pas bien entre eux. Vous savez comment c'est, n'est-ce pas? Quand le mariage entre en crise, parfois les gens croient qu'avoir un autre enfant résoudra tout, que cela unira davantage le couple. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont décidé d'avoir un enfant de plus pour essayer de sauver le mariage. C'est là que mon frère est né. Seulement, ce que nous pensions allait s'améliorer a fini par tout empirer. Le mariage est entré dans une crise encore plus profonde. Mon père et ma mère sont arrivés à un point où ils vivaient séparés de corps au sein de leur propre maison. Imaginez la situation. Mon père vivait avec nous, mais c'était comme s'il était un étranger. Les deux vivaient comme deux inconnus partageant le même toit. Et quand j'avais plus ou moins 15 ans, ma mère est tombée enceinte de ma sœur cadette. Oui, séparée de corps de mon père, mais il s'est trouvé qu'ils ont eu une relation et ma mère est tombée enceinte de ma sœur cadette. Pendant toute la grossesse, ma mère est tombée dans une dépression très profonde. Moi, à seulement 15 ans, je l'accompagnais à toutes les consultations médicales et je m'occupais d'elle comme si j'étais l'adulte de la maison. Quand ma petite sœur est née, à peine 2 mois après sa naissance, mon père a quitté la maison définitivement. Il n'a simplement plus supporté et a décidé qu'il ne pouvait plus rester avec ma mère. Je l'ai vu faire ses valises et partir. Mon Dieu, les amis, c'est une douleur que je ne peux pas vous expliquer. Voir votre père, qui était votre héros, vous tourner le dos et abandonner la famille. Et le pire de tout, c'est que j'ai passé 6 années entières à me culpabiliser pour la séparation de mes parents. Dans ma tête d'adolescente, je croyais que ça n'avait pas marché à cause de moi, parce que j'étais une fille non planifiée. Je pensais que, comme je n'avais pas été désirée comme mon frère qui avait été planifié, j'étais la coupable de l'échec de leur mariage. Pendant longtemps, j'ai remis en question ma propre existence. Je me demandais pourquoi j'étais là, quel était mon but. Et en plus, avec le départ de mon père, je suis devenue le pilier de la famille. J'ai dû m'occuper de ma mère qui souffrait d'une dépression post-partum sévère, m'occuper de ma sœur nouveau-née et aussi de mon frère, parce que ma mère n'avait pas les conditions psychologiques pour s'occuper seule de ses 3 enfants. J'ai dû travailler très tôt pour aider aux dépenses de la maison. La situation financière est devenue désespérée. Les amis, nous avons traversé beaucoup de besoins, beaucoup de faim, beaucoup de difficultés. J'ai perdu le compte du nombre de fois où nous nous sommes baignés avec de l'eau chauffée sur la cuisinière parce que l'électricité était coupée. Nos voisins ont été nos anges, toujours à aider avec de la nourriture. Nous avons reçu beaucoup de paniers de provisions, beaucoup de dons de vêtements de la part des voisins. L'église que nous fréquentions a également été essentielle pour notre survie. Les gens là-bas nous aidaient beaucoup avec de la nourriture, des vêtements, tout ce dont nous avions besoin. Toute mon enfance et mon adolescence, je les ai consacrés à être le soutien de ma famille, étant la force de ma mère, alors que mon père n'était plus présent dans notre vie. Je suis restée 6 ans sans lui parler, 6 ans sans lui pardonner de nous avoir abandonnés quand nous en avions le plus besoin. Après beaucoup de temps sans contact, j'ai décidé de pardonner à mon père. Je croyais que c'était important, et ce fut la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. J'ai découvert plus tard que le fait que ça n'ait pas marché n'avait absolument rien à voir avec nous, les enfants. À partir du moment où j'ai pu libérer ce pardon pour mon père et l'embrasser comme mon père, indépendamment des mauvaises décisions qu'il a prises, j'ai pu vivre une vie plus tranquille et en paix.
À 16 ans, j'ai eu la brillante idée de sortir avec un garçon de l'église. J'aimais beaucoup ce garçon. Il était un peu plus âgé que moi et nous avons commencé à sortir ensemble. Ma mère m'a laissé sortir avec lui parce qu'elle a toujours eu cette philosophie en tête. Mieux vaut sortir à la maison, où je peux voir, que de le faire en cachette dans la rue. Nous avons commencé à sortir et je l'aimais beaucoup. Je le trouvais super intéressant et tout ça. La relation n'a duré que 3 mois, mais elle a été très mouvementée. 2 mois après le début de la relation, j'ai découvert qu'il avait une fille et qu'il me l'avait cachée. Je ne l'ai découvert que parce qu'il portait toujours des chemises à manches longues et très serrées. Il ne me laissait jamais m'approcher de lui physiquement. Un jour, sans le vouloir, je l'ai touché. La chemise s'est soulevée et il avait un tatouage d'un cœur avec le nom d'une femme. Quand je lui ai demandé ce nom, il m'a dit que c'était le nom de sa fille. Je me suis fâchée, mais j'ai décidé de pardonner et de continuer la relation. Après tout, il était aussi de l'église. Mais après 3 mois de relation, il est venu me parler et m'a dit qu'il allait rompre, que nous ne pouvions plus sortir ensemble. Moi ne comprenant rien, il a simplement rompu avec moi. Le lendemain, j'ai eu la varicelle et je n'ai plus reparu à l'église à cause de la maladie. Il a pensé que je n'étais pas venue parce que je souffrais de la rupture, mais en réalité, j'étais malade. C'est alors que j'ai découvert qu'il avait rompu avec moi parce qu'il se fiançait avec une autre fille de l'église. Je me suis sentie très mal, très triste avec toute cette situation. Au final, j'ai découvert qu'il était marié à une 3e personne. Il avait 2 enfants avec cette femme. Sa femme est apparue chez la fiancée et lui a dit toute la vérité. Ce garçon a simplement disparu de la carte. Je me souviens avoir pensé que ça avait été une libération pour ma vie. Imaginez si j'avais continué à sortir avec lui, si je m'étais fiancée et qu'un jour je recevais sa femme à ma porte me disant qu'elle était mariée avec lui. Même si ce n'était que 3 mois de relation, cette histoire m'a beaucoup traumatisée. Je n'avais que 16 ans et l'homme était déjà marié. J'ai été très affectée par cette expérience. Je l'ai rencontré quand j'avais 21 ans. Nous habitions le même quartier, moi dans la rue d'en haut et lui dans celle d'en bas. Nous avons étudié dans les mêmes écoles, fréquenté les mêmes endroits, allions aux mêmes endroits, mais nous ne nous étions jamais vus avant. J'étais amie de ses amis. Il connaissait les mêmes personnes que moi, mais nous ne nous sommes simplement jamais rencontrés. C'est drôle comment le destin fonctionne, n'est-ce pas? Je l'ai rencontré dans le groupe de prière de ma mère. Ma mère avait un groupe de prière dans le garage de sa maison, et c'est là que nos regards se sont croisés pour la première fois. J'ai toujours aimé les hommes grands, et quand je l'ai vu, j'avoue qu'il n'était pas le plus beau du monde, mais je l'ai trouvé absolument charmant. C'était un garçon simple, très gentil et super drôle. Je suis tombée amoureuse de sa façon de converser, de sa façon de parler et de son humour. Je me souviens parfaitement de ce jour au groupe de prière. Il était là aussi. J'avais 21 ans et lui 19. J'ai 2 ans de plus que lui. Je l'ai regardé et lui ai demandé « Comment tu t'appelles ?» Il m'a dit son nom et moi, sans aucune gêne, j'ai demandé « Et c'est quoi ton numéro de téléphone ?» Je lui ai demandé son numéro parce que je le trouvais super intéressant. Il a été un peu surpris, m'a donné le numéro et nous avons commencé à discuter. À ce moment-là, je l'aimais seulement comme ami, vous savez. C'était une amitié pure et vraie. Nous parlions beaucoup. J'allais le voir jouer au football. J'adorais le voir jouer. Il faisait du vélo et j'allais avec lui. Nous faisions des promenades ensemble. Lui à mes côtés avec son vélo m'accompagnant. Nous parlions de tout. C'était une amitié très spéciale. J'étais très amie avec lui. Et j'avais très peur de l'aimer vraiment, car notre amitié était parfaite telle qu'elle était. Tout le monde à l'église disait que nous étions déjà ensemble, ou que nous l'avions déjà été. Mais il ne s'était jamais rien passé au-delà d'une amitié très forte et vraie. Avec le temps, après 8 mois d'amitié, j'ai commencé à me rendre compte que je l'aimais d'une manière différente. Je savais que j'étais amoureuse, mais je ne voulais pas lui dire parce que je pensais que cela pourrait gâcher la belle amitié que nous avions construite. J'ai beaucoup prié pour demander une direction divine, en demandant si c'était ce que je voulais vraiment pour ma vie à ce moment-là. Je voulais beaucoup à ce moment-là faire un échange universitaire, étudier à l'université, faire du travail missionnaire. J'ai toujours pensé que si je mettais une relation amoureuse dans ma vie, c'était pour me marier. J'ai toujours eu cette mentalité. Si un jour je sors avec quelqu'un, je veux me marier. Seulement, comme je n'ai jamais beaucoup cru au mariage, je n'ai jamais cru en l'amour qui durerait toute la vie. L'idée de sortir avec quelqu'un ne m'intéressait pas, mais je l'aimais
et je me demandais si je voulais vraiment sortir avec lui. Je me souviens quand j'étais adolescente. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à l'église, nous avions l'habitude de mettre Dieu à l'épreuve. Nous faisions des prières du genre « Seigneur, si cela arrive, c'est que c'est ta volonté. Que celui qui n'a jamais fait ce genre de prière jette la première pierre. » Alors j'ai prié ainsi. « Seigneur, si c'est ta volonté qu'il soit mon petit ami, il apparaîtra au match aujourd'hui en portant quelque chose d'orange, n'importe quel accessoire orange. J'ai choisi l'orange parce qu'il n'aime pas les couleurs vives, il a toujours aimé les couleurs neutres. J'ai pensé qu'il n'apparaîtrait jamais avec quelque chose d'orange. Je suis allée le voir jouer sur le terrain. C'était un match super important, un championnat qu'il et ses amis avaient organisé. En arrivant là-bas, il portait un collier orange, ses chaussettes étaient oranges et le maillot de l'équipe était aussi orange. C'était exactement la couleur que j'avais demandée dans ma prière de toute la semaine. Je me suis dit, est-ce vraiment un signe? Je me demandais encore si ce n'était pas mon imagination. J'ai même plaisanté avec moi-même. Je crois que l'ennemi a écouté ma prière et l'a fait s'habiller en orange juste pour me confondre. Mais j'ai fini par beaucoup l'aimer, malgré ma grande peur des déceptions. J'ai parlé à ma mère. « Maman, j'aime beaucoup Léonard. » Ma mère m'a averti. « Ma fille, fais attention parce que Léonard est une très bonne personne. Mais peut-être n'es-tu pas prête maintenant pour une relation. Tu veux faire un échange, tu veux faire d'autres choses, tu commences déjà l'université. » J'ai décidé de lui parler. « Léonard, je t'aime bien. » Il a répondu. « Ah, moi aussi je t'aime bien. » J'ai demandé. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Deux jeunes qui discutent, il a répondu. « Ah, je ne sais pas. » J'ai dit. « Moi non plus, je ne sais pas. » Les gens de l'église aimaient beaucoup se réunir pour des soirées pop-corn, des soirées hamburger, des soirées de toutes sortes. Ce jour-là, c'était soirée hamburger et nous sommes allés déposer quelqu'un chez lui. C'était proche, à 2 rues. En revenant, il m'a demandé de devenir sa petite amie et je me suis sentie extrêmement gênée en pensant « Mon Dieu, maintenant je vais devoir embrasser ce garçon. » J'ai toujours été très timide pour ces choses-là. Nous avons commencé à sortir ensemble ce jour-là. C'était le 24 septembre 2014. Je me souviens très bien de la date, c'était un samedi soir. J'étais extrêmement heureuse parce que je sortais avec la personne que j'aimais, avec qui j'avais réfléchi un certain temps, si je voulais vraiment ça. Avant de prendre toute décision, je réfléchis toujours beaucoup aux conséquences. J'ai étudié sa personne pendant longtemps. J'ai étudié sa famille. J'ai étudié qui il était en tant que personne, s'il aimait travailler, du moins les principes de base. Je croyais que cette relation était ce que Dieu avait préparé pour moi à ce moment de ma vie. Sa famille, principalement sa mère et sa sœur, se sont un peu inquiétées car ils n'avaient que 19 ans à ce moment-là. Elles se sont demandé si c'était quelque chose de correct, si c'était ce qu'ils devaient faire à ce moment-là. C'était comme une jalousie naturelle de mère et de sœur, une véritable attention. J'ai parfaitement compris que c'était de la surprotection. Fais attention avec cette fille, connais d'abord sa famille. Sa famille a toujours montré qu'ils étaient des personnes avec des valeurs solides et cela me rendait heureuse. Je pensais que sa famille se préoccupait de la personne avec qui il se liait, ce qui était très positif. Cela signifiait que ce n'était pas un garçon comme les autres, une personne qui sortait avec n'importe qui sans que sa famille le sache. Quand elles ont commencé à être jalouses de moi, je l'ai vu comme quelque chose de très positif, une véritable attention de leur part. Nous avons continué à sortir ensemble et nous avons continué à participer aux activités de l'église. Il a commencé à beaucoup s'impliquer dans l'église. Il est devenu un leader. Moi aussi, j'étais leader de groupe de prière. Nous avons grandi ensemble dans l'œuvre de Dieu. J'étudiais déjà à l'université et il a commencé un travail de transport de marchandises. Je l'ai toujours beaucoup encouragé à étudier, à poursuivre ses rêves, à aller à l'université. Nous avons vraiment grandi ensemble. J'étudiais à l'université, je travaillais comme réceptionniste gagnant un salaire minimum. Je faisais des petits gâteaux à vendre devant l'université pour compléter mes revenus. Il travaillait dur et nous avons construit notre vie ensemble. La relation allait très bien, nous étions très heureux. Du moins, moi j'étais très heureuse à ses côtés. Nous partagions tout. Nous étions toujours ensemble à l'église. Nous étions tellement amis, tellement unis, tellement proches que les gens pensaient que nous étions frères, tellement notre relation était harmonieuse. C'était une relation très saine. Nous avions prévu d'avoir des relations intimes.
seulement après le mariage. Je ne voulais rien faire pour lequel je ne me sentirais pas prête. Je pensais, je ne veux pas être avec lui juste parce qu'il veut, je veux être parce que moi je veux et que je me sens prête. Pour lui aussi, c'était bien. Il ne se sentait pas prêt non plus. Nous étions tranquilles avec cette décision. Après 3 ans de relation, il m'a demandé de me fiancer. Je me souviens qu'il m'en a parlé, mais j'avoue que je n'ai jamais beaucoup posé de questions sur les détails de nos fiançailles. Des années plus tard, il m'a dit que ce jour-là avait été l'une des pires expériences de sa vie, qu'il n'aimait même pas s'en souvenir. Je n'ai jamais bien compris pourquoi, et je n'ai pas non plus posé de questions. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu chez moi pour nous fiancer, mais je pensais que nous allions sortir quelque part de spécial après. Nous ne sommes pas sortis. Sa famille n'est pas venue aux fiançailles. Il n'y avait que ma mère et mes frères à la maison. J'ai trouvé ça super étrange, mais à ce moment-là, je n'ai pas beaucoup posé de questions. Il est simplement arrivé à la maison, m'a mis la bague au doigt, nous étions fiancés et c'est tout. J'espérais que nous allions dîner dehors ou faire quelque chose de romantique, mais cela ne s'est pas produit. Après beaucoup de temps, il m'a dit qu'il n'aimait même pas se souvenir de ce jour, que ça avait été terrible, mais je n'ai jamais su exactement pourquoi. Si c'était parce que sa famille n'était pas venue, si c'était parce que nous n'étions pas sortis pour célébrer, je n'ai jamais compris. Mais enfin, nous étions fiancés et nous sommes restés fiancés 4 ans avant de nous marier. Il a toujours montré des traits de personnalité très forts, disons-le ainsi. C'était une personne parfois un peu difficile à gérer, mais pour moi, c'était bien parce que quand il me traitait bien, c'était vraiment bien. C'est ce qui m'importait. Quand nous étions déjà fiancés, je lui ai dit que je voulais d'abord terminer l'université, acheter une voiture, avoir mes propres choses, avoir une maison, pour ensuite nous marier. En 2017, juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire, nous avons décidé d'acheter un appartement. Comme j'avais un financement avec la banque postale, l'appartement ne pouvait pas être à mon nom. Il devait être seulement au nom d'une personne. J'ai dit « Ah, pas de problème qu'il soit à ton nom, tout ira bien, nous serons ensemble pour le reste de nos vies. » Nous l'avons acheté à son nom et avons fait un accord au moment de l'achat. Même l'agente immobilière qui nous l'a vendu, qui était pasteur et travaillait dans cette entreprise de construction, a été témoin de notre accord. Nous avons acheté sur plan parce que c'était moins cher. Nous avons convenu que ce serait à nous deux, mais que ce serait à son nom uniquement à cause de ma situation avec la banque postale. C'était tellement surréaliste que le jour de l'achat, ils n'ont demandé que 100 € d'acompte pour garantir l'affaire. J'ai donné les 100 € et ensuite je me suis demandé si nous avions fait le bon choix. Mais les choses se sont si bien passées qu'on aurait dit que Dieu bénissait tout. J'avais un salaire très bas et j'avais encore besoin d'aider ma mère avec les dépenses de la maison parce que j'étais le pilier de la famille. Malgré tout, mon argent suffisait pour payer la mensualité de l'appartement, l'avancement des travaux et aussi les factures de la maison. Je ne sais pas comment j'y arrivais, je n'avais que 25 ans et je payais déjà un appartement. Les choses nous allaient très bien. Je faisais beaucoup confiance à Dieu dans tout le processus. La date de livraison de l'appartement était en 2020, juste à l'époque de la pandémie. J'allais me marier d'abord en mars, puis en mai, puis en juillet, puis le mariage a été reporté à décembre. Et ensuite, je ne me suis mariée d'aucune façon cette année-là. Nous avions déjà payé le photographe, ma robe était déjà payée, il ne manquait plus que son costume. J'étais en train de faire les invitations quand la pandémie est arrivée. Nous avons décidé d'attendre de voir ce qui se passait et nous n'avons finalement pas pu nous marier à l'église comme je l'avais toujours rêvé. J'avoue qu'au début, je n'ai jamais voulu me marier parce que je voulais faire un échange, des missions, voyager dans le monde. Mais comme je voyais qu'il était une bonne personne, qu'il pourrait prendre soin de moi et que je pourrais être très heureuse, je me suis dit, l'idée du mariage n'est pas mauvaise. Ce n'est pas que je n'ai jamais voulu me marier. Je crois que c'était la peur des déceptions, d'être trompée, d'être trahie, comme cela est arrivé à ma mère, ma grand-mère, mes tantes. C'était un historique traumatisant dans la famille. Mais il était ma force. C'était la personne qui ne me tromperait jamais, ne m'abandonnerait jamais. Je connaissais sa famille, ses amis. Il vivait très près de chez moi. Il était connu de toutes mes connaissances. Comment ça pourrait mal tourner? J'ai dit, je vais l'épouser parce que tout ira très bien. C'est un bon garçon, un homme qui craint Dieu, tout ira très bien. Nous sommes allés à la mairie,
Nous avons tout fait correctement. Tout était déjà payé pour la cérémonie à l'église, mais la pandémie est arrivée et nous n'avons pas pu nous marier comme je le voulais. J'ai toujours voulu me marier avec une arche de fleurs. J'allais faire une arche pleine de fleurs, porter une couronne de fleurs sur la tête parce que j'adore les fleurs. C'est drôle, je n'ai jamais reçu de fleurs de ma vie, mais je voulais que tout soit très floral, très joyeux, très beau, parce que j'allais réaliser mon rêve d'être heureuse, d'être avec quelqu'un qui serait bon pour moi, qui serait le père de mes enfants. Je croyais beaucoup que j'aurais mes 2 enfants, un garçon et une fille, qui s'appelleraient Gabriel et Sophie. Je croyais beaucoup en ça. Mais les choses changent, et c'est bien. Quand nous nous sommes mariés seulement à la mairie. Nous avons tout fait joliment. Nous n'avons pas emménagé immédiatement dans l'appartement car la livraison a été retardée par la pandémie. Je suis restée 6 mois mariée en vivant séparée de lui chez sa mère et moi chez ma tante. Quand l'appartement a été livré, nous n'avions pas d'argent pour faire face aux choses nécessaires car nous l'avons acheté sur plan et il est venu sous la forme de base que l'entreprise de construction le livre. J'ai été licenciée de mon travail et j'ai reçu une très bonne indemnité qui m'a servi à rénover l'appartement. Nous avons fait un faux plafond, posé du carrelage. Tout a été magnifiquement fait, mais nous n'avions pas de meubles. Dans l'entreprise où il travaillait, il y a eu un changement. C'était une entreprise sous-traitante et l'entreprise a décidé de ne plus sous-traiter en assumant directement la logistique. Pour faire le changement de numéro d'entreprise, ils ont dû licencier les employés. Mais le lendemain, il était déjà dans la nouvelle entreprise. C'était pratiquement juste un changement bureaucratique. Il a reçu une indemnité de licenciement et nous avons pu acheter des meubles pour la maison. Je me souviens avoir beaucoup pleuré, beaucoup remercié Dieu. Nous étions très reconnaissants car nous n'avions rien. Et soudain, nous avions de l'argent pour meubler notre maison. Comme nous ne nous sommes pas mariés à l'église, seulement à la mairie, les prestataires ont commencé à rembourser l'argent. Et avec cet argent, nous avons fait des meubles sur mesure. L'appartement prenait forme et je pensais, la main de Dieu est surréaliste dans notre vie. Tous les jours, j'étais sûre d'avoir fait le bon choix et d'être avec la bonne personne. L'appartement était magnifique. Nous avions une très belle maison. J'ai raconté dans d'autres récits qu'en vivant avec ma mère, la maison était très simple. Je n'ai pas honte de dire ça. La maison était vraiment très modeste. Quand il pleuvait, l'eau entrait dans la maison. Je crois qu'elle entre encore aujourd'hui si ma mère n'a pas réparé. Ma chambre inondait beaucoup et je me réveillais au milieu de la nuit pour évacuer l'eau. Les choses étaient toujours en hauteur car il y avait beaucoup d'eau. Il y avait des infiltrations. Tout moisissait. Lors de la première pluie à l'intérieur de l'appartement, j'ai regardé le plafond et j'ai dit « Mon Dieu, c'est incroyable, il ne pleut pas ici !» Même si ce n'était que l'appartement en gros œuvre, j'aurais déjà été reconnaissante. J'ai toujours été très reconnaissante pour les petites choses. Les personnes qui n'ont pas beaucoup sont reconnaissantes pour les petites victoires. Nous nous sommes mariés en 2020. Le 11 mars 2021, nous avons emménagé dans l'appartement. J'ai dit « Léonard, nous avons déjà un réfrigérateur. Nous avons déjà une cuisinière, j'y vais. » Il a dit « Ah, mais il n'y a pas de rideau, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. » J'ai répondu « J'y vais parce que je vis chez ma tante et je veux vivre chez moi. » Il a dit « Alors je viens avec toi pour te tenir compagnie, pour que tu ne dormes pas seul. » Le matelas n'était pas encore arrivé et ma grand-mère nous a donné 2 matelas simples que nous avons réunis pour dormir dans le salon, car c'était le seul endroit plus sombre, puisque la chambre n'avait pas de rideau. Il est venu dormir avec moi un vendredi et n'est plus jamais retourné chez sa mère. J'ai été très heureuse dans cet appartement. J'étais très reconnaissante, très épanouie. J'adorais être une épouse et je pensais toujours « Je ferai tout bien pour que tout se passe bien, pour que les choses ne tournent pas mal. » Je voulais tellement que ça marche. Et dans ma tête, ça allait marcher pour le reste de ma vie. Si ça ne tenait qu'à moi, je vivrais le reste de ma vie en étant heureuse parce que c'est ce que je voulais. Une famille, être mère, acheter une maison plus grande à l'avenir, que cet appartement soit pour mes enfants, un chien qui court dans le jardin, aller chercher les enfants à l'école. C'est ce que tout le monde veut après un certain temps. Être une famille, arriver à Noël et avoir les enfants à table. Je crois que je voulais le strict minimum. Peut-être que je voulais juste être aimée. Pour moi, le mariage était merveilleux à cette époque.
Dans l'entreprise où il travaillait, après le changement de numéro d'entreprise, il a obtenu un poste plus élevé, il est devenu superviseur. Il y est resté longtemps, faisant un très bon travail. Du moins, c'est ce qu'il me racontait. Il disait qu'il était très compétent, mais il a commencé à raconter qu'il subissait des sabotages internes. Je l'ai toujours beaucoup soutenu pour qu'il grandisse. Je l'ai toujours encouragé à faire des formations. Je voulais beaucoup le voir atteindre le sommet. Je voulais qu'il monte haut avec moi. Il est arrivé un moment où, pendant qu'il travaillait à cet endroit, il était une personne normale à ma perception, une bonne personne. Il n'a jamais été une mauvaise personne, bien sûr. Il avait certains traits qui m'agaçaient, comme parler de mon corps, dire des choses qui me blessaient, me rabaisser. Il avait ces comportements qui, dans ma tête, étaient acceptables parce que je pensais « Ah, il est rentré nerveux du travail. Il a parlé sans réfléchir. Il avait toujours des arguments à me lancer. » Je ne me suis jamais considérée comme une femme très jolie ou très intéressante. Je ne me suis jamais vue de cette façon. Je l'aimais beaucoup. Il disait ces choses en plaisantant, et je pensais que tout allait bien. Il a été licencié de cet endroit et a commencé à chercher un emploi ailleurs, dans la même fonction qu'il avait. C'est alors que son ancien patron, qui avait travaillé avec lui dans l'entreprise précédente, lui a dit qu'il y avait une vacance dans une autre ville. Il arriverait comme superviseur, mais aurait l'opportunité de devenir un grand manager, car il construisait quelque chose de très grand dans cette ville. Cela lui a beaucoup fait briller les yeux, et à moi aussi. J'ai dit, maintenant, c'est ton moment de grandir et de montrer ce que tu sais faire. Tu as déjà appris en bas quand tu déchargeais des camions. Maintenant, tu n'as plus qu'à arriver là-bas et prouver que tu sais faire ce que tu as appris. Il est allé dans cette autre ville, a passé un entretien, a passé quelques jours à se former, à rencontrer les gens. Le processus a été assez long, car il m'a dit que l'entreprise était très sérieuse, qu'il cherchait une personne sérieuse pour ce poste spécifique. J'ai dit, ce poste est parfait pour toi, Léonard. Ça va être très bien. Quand il a obtenu le poste et a commencé à travailler là-bas au milieu de l'année, j'étais extrêmement heureuse. Je crois que j'étais plus enthousiasmée que lui quand il m'a dit qu'il avait décroché ce poste. Nous étions sur le point de fêter nos 4 ans de mariage quand il est allé travailler à cet endroit. Pendant cette période où nous étions mariés, vers mes 29-30 ans, il a envisagé que nous ayons des enfants. À ce moment-là, ça ne m'a pas semblé si intéressant, parce que je n'avais pas encore le poste que j'aimerais avoir. Je ne travaillais pas encore où je voulais. Je ne me sentais pas à l'aise dans mon emploi. Je voulais plus, vous savez, avoir un meilleur salaire, être mieux psychologiquement pour accueillir un enfant. Comme j'ai eu des frères et que je m'en suis occupée, je sais le travail que ça donne et je sais à quel point il est difficile de s'occuper d'un enfant. Ce n'est pas facile, les amis. J'ai dit, c'est encore trop tôt, nous allons voyager, nous allons faire plein de choses. Je voulais voyager à l'étranger, étudier, faire d'autres choses avant d'avoir des enfants. Je crois que cette idée lui est un peu sortie du cœur et il a changé d'orientation en disant « D'accord alors, maintenant je veux être manager ». Il s'est mis en tête de vouloir être manager, ne voulant plus avoir d'enfants. Pour moi, tout allait bien, j'ai dit « Parfait, parce que si tu as un meilleur poste, tant mieux, car nous aurons plus de moyens d'avoir un enfant. Un enfant, ce n'est pas seulement l'amour. Un enfant implique aussi les finances, implique plein de choses. » À ce moment-là, je n'étais vraiment pas prête. Quand il est allé dans cette entreprise et qu'on lui a dit qu'il aurait la possibilité de devenir manager de l'endroit où il allait travailler, j'ai trouvé ça incroyablement bien. Je pensais au garçon de 19 ans que j'avais rencontré et je disais « Imagine-le devenir manager ». Je l'ai connu quand il avait un vélo et maintenant il va devenir manager. Il est allé dans cette entreprise, a reçu une invitation pour être superviseur initialement et tout allait bien. Je n'ai jamais visité cet endroit, mais d'après ce qu'il disait, c'était très élégant, une très bonne entreprise, un personnel très qualifié. Il a commencé à s'adapter aux gens là-bas. J'ai une Clio de 1998. J'adore cette voiture. Bien sûr, je veux une voiture plus neuve, mais tant que cette Clio m'emmène partout, je continuerai à la conduire. Tant que je n'aurai pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture, ça ne me dérange pas de conduire une voiture plus ancienne. Ma Clio a commencé à ne plus être aussi intéressante pour lui à conduire. Il avait un téléphone portable normal, il l'utilisait juste pour répondre au WhatsApp et prendre une photo basique.
Soudain, son téléphone portable ne lui suffisait plus. Il devait avoir le dernier iPhone. Je ne sais pas qui au travail avait une montre à 2000 €. Il est allé acheter une montre à 1500. Il ne me prévenait plus de rien. Il ne me disait plus ce qu'il faisait. Avant, chaque pas qu'il faisait, tout ce qui se passait, tous les cas du travail, il rentrait et me les racontait. Dans son autre travail, je connaissais tout le monde. J'ai déjà été à des baby showers des gens de son travail. J'ai déjà été à des barbecues, à plusieurs rencontres. J'ai déjà fait de la moto avec ces gens. Je les connaissais tous sans même les connaître personnellement parce qu'il me racontait beaucoup de choses sur ces personnes. Dans cet autre endroit où il est allé, je ne connaissais absolument personne. Je ne savais pas ce qu'il faisait là-bas. Je ne savais pas à quelle heure il arrivait au travail, à quelle heure il partait, avec qui il était, où il allait, ce qu'il faisait. Je ne savais absolument rien. Quand il est entré, il a commencé à beaucoup fréquenter les gens des ressources humaines. Ces gens des RH là-bas semblent avoir beaucoup de succursales et font beaucoup d'entretiens. Quand il est arrivé, il n'avait pas encore pris son poste et il était en train de découvrir l'environnement. Il me disait toujours « Ah, aujourd'hui j'ai emmené les filles des RH à tel endroit pour faire un entretien. » Il prenait ces filles des RH, les mettait dans la voiture de l'entreprise et restait à les promener comme un chauffeur VTC, les emmenant aux endroits. Comme je n'ai jamais été jalouse de lui et que j'ai toujours fait confiance à la personne qu'il était, ça ne me dérangeait pas qu'il soit en voiture avec ses filles des RH. J'ai commencé à me douter un peu quand, fin 2023, ces filles des RH ont décidé de venir dans le quartier où nous vivons pour célébrer la fête de fin d'année dans un burger shop que nous fréquentions. Ça m'a paru très étrange. En décembre 2023, ces personnes sont venues à Vénissieux, dans le quartier où nous vivons, et sont allées à ce burger shop. Il ne me l'a raconté qu'en rentrant à la maison. J'ai pensé que c'était un mensonge. J'ai dit, comment ces personnes ont parcouru 70 km de là-bas pour venir ici célébrer la fin d'année? Ils n'avaient pas de restaurant là-bas dans leur ville. J'ai vu des choses qui n'allaient pas. Mais vous savez, quand vous ne voulez pas déranger la personne, je ne voulais pas trop m'immiscer dans son travail, dans sa vie, parce que je pensais que peut-être je pourrais interférer d'une manière ou d'une autre. C'est alors que j'ai commencé à m'annuler. Je ne me sentais plus suffisante pour être à ses côtés parce qu'il disait toujours « Ah, je suis très occupée, je travaille trop ». Alors je ne voulais plus ramener mes occupations de mon travail à la maison. Je ne racontais plus mes choses parce qu'il rentrait toujours fatigué. Il était toujours au téléphone à répondre aux gens. Il travaillait tout le temps. Il travaillait à la maison à répondre aux gens qui appelaient, comme si je l'avais laissé libre pour qu'il obtienne ce qu'il voulait. Je crois qu'en réalité, on ne veut pas croire aux choses. Même si quelqu'un venait me raconter ce qui se passait, je ne le croirais peut-être pas parce qu'on fait tellement confiance. On se donne vraiment. Je me suis vraiment donnée à cette relation. Quand il s'est avéré qu'ils ont fêté ici, je suis allée sur son Instagram, j'ai cherché les personnes qu'il suivait et j'ai vu cette fille spécifique. Elle était vraiment ici. J'ai regardé ses stories. Elle était vraiment dans ce burger shop. Elle est venue ici ce jour-là. Il est rentré très agité à la maison. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a dit « Ah, j'étais au burger shop. Je n'ai pas voulu rester et je suis rentré. Décembre, c'est mon anniversaire. » Je lui ai dit « Je pensais que tu étais allé acheter mon cadeau d'anniversaire parce que le week-end prochain, je vais fêter. » Lui « Non, je suis allé au burger shop. Les gens voulaient venir et tout. » Il m'a envoyé une photo un peu floue montrant les gens qui étaient là. Je me souviens qu'il y avait vraiment ces filles. Elle était avec eux. Et je crois que son patron était aussi ce jour-là. C'est ce jour-là que j'ai dit. Comme c'est étrange que ces gens viennent à Vénissieux pour la fête de fin d'année de l'équipe. J'ai dit, mais il est de l'équipe X. Pourquoi l'équipe Y est-elle ici? Et pourquoi ces filles? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pris ça de ce côté-là. Ça m'a juste semblé étrange. Ça m'a causé de l'étrangeté. J'organisais mon anniversaire, je faisais mes choses. Alors, c'est passé inaperçu. Le réveillon est passé, nous avons voyagé, nous sommes allés à la plage. Tout allait bien, tout était beau. Il a commencé à changer son comportement. C'est alors qu'il a commencé à être beaucoup au téléphone. Il a mis un protecteur de confidentialité sur son portable. Je lui ai demandé « Pourquoi tu mets ça ?» Lui « Ah, je dis beaucoup de choses au téléphone et les gars du travail les voient. C'est beaucoup de choses privées, parfois même des conversations avec mon patron.
Il a dit le nom du patron, parfois même des licenciements. Parfois, je n'ai pas mon téléphone d'entreprise. Alors je me suis rendu compte que certaines personnes regardaient et c'est un peu gênant. Puis elles prennent une conversation et l'interprètent mal. J'ai commencé à trouver étrange sa relation avec le téléphone. Chaque fois qu'il conduisait, il mettait le téléphone sous sa jambe. Il dormait avec le téléphone sous l'oreiller. Avant, cela n'arrivait jamais. Le téléphone était jeté n'importe où dans la maison. Les vêtements de son uniforme, il a commencé à repasser tous ses vêtements, à porter des vêtements super ajustés pour montrer ses bras. Il se rasait tous les 5 jours. Il voulait un parfum à 700 € pour aller au travail, parce que je ne sais qui utilisait un parfum à 700 €. Il se comparait toujours à ce patron à lui et je pensais, les gens, pourquoi Léonard s'adapte-t-il autant à ce type? Ce type est célibataire, il couche avec qui il veut et il a commencé à trouver intéressant ce genre de comportement. Il me racontait toujours les histoires des choses que ce type faisait et nous rions, tout allait bien. C'est alors qu'il a commencé à changer ses comportements. Un jour, il m'a dit « Ah, Marine, je n'irai plus à la salle de sport ici dans le quartier parce que je viens de la ville. Je fais l'aller-retour tous les jours. J'arrive ici, je me change et je vais à la salle avec toi. Ça devient lourd. Je vais aller à la salle de sport, en ville, parce que c'est plus facile. Je sors du travail, je fais de l'exercice et je rentre à la maison. » J'ai dit « Ça a du sens, c'est plus pratique. » Il a commencé à aller à la salle de sport là-bas et tout allait bien. C'est alors que les choses ont commencé à devenir bizarres. J'ai commencé à avoir un sentiment étrange à la maison. J'ai commencé à avoir l'intuition que quelque chose n'allait pas là-dedans. Je ne sais pas expliquer la sensation. Je sais juste qu'au fond de mon cœur, je me disais « Il y a quelque chose qui ne va pas ici. » J'ai commencé à penser que je devenais folle. Je suis allée voir ses abonnés Instagram, il suivait environ 800 personnes à ce moment-là. J'ai regardé et j'ai dit « Qui sont ces personnes qu'il suit? Je vais jeter un œil. » En faisant défiler ses abonnés, je suis tombée sur une personne spécifique. Au moment où je l'ai vue, mon cœur s'est accéléré et j'ai dit « C'est elle ». À ce moment-là, son Instagram était public et il y avait plusieurs photos de séances sensuelles montrant le corps. Je me suis retournée et j'ai dit « Cette fille va me poser des problèmes ». Je jure, au moment où j'ai vu ces photos, j'ai dit « Léonard, j'ai vu ton Instagram qui est Camille. Je l'avais déjà vue en décembre ici dans notre quartier, à la fête. Ah, Camille, elle est du service tel, super gentille, le service où il se promenait en voiture. » J'ai dit « Léonard, cette fille va me poser des problèmes. Lui, tu es folle. Cette fille est super gentille. Tu dois la connaître, très gentille. » La même semaine, ils ont tous les deux cessé de se suivre et elle a mis son Instagram en privé. J'ai dit « Là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Je suis restée avec ça dans le cœur. Il me trompe. En même temps que je croyais qu'il me trompait, je ne pouvais pas le croire parce que je pensais que c'était une folie de ma tête. Une si belle chose que nous avions, pourquoi ce serait comme ça? Notre relation allait bien. Seulement il a commencé à faire quelques critiques. Il y a eu une fois où il m'a dit que j'étais comme un réfrigérateur. Ça m'a énormément contrariée parce que ce n'était pas vrai. Il disait que si lui ne me cherchait pas, je ne le cherchais pas. Mais ce n'était pas vrai. Nous avons toujours eu une très bonne relation d'affection. Seulement il a commencé à avoir ces changements. J'ai même découvert après que j'avais une dépendance émotionnelle, ce qui aggravait encore plus la situation. Nous avons eu une très vilaine dispute par WhatsApp parce que je me souviens que je voulais beaucoup être mère et lui ne voulait pas être père. Il a dit qu'il voulait être manager de cette entreprise où il était. J'ai dit « Ah, mais moi je voulais être mère. Je pense à retirer mon stérilet parce que je veux déjà avoir un enfant. Je crois que ce serait une bonne idée. » Il s'est tourné vers moi et a dit « Je ne veux pas être père. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas être père. D'où sors-tu ça? Je ne serai pas père. » Je lui ai demandé « Non, Léonard, pourquoi penses-tu ça? » Il a dit « Je t'ai déjà dit que je voulais être manager et si tu deviens mère, tu te débrouilleras avec cet enfant parce que je ne veux pas être père. Tu le sais très bien. Si tu insistes pour être mère, pour retirer ce stérilet, je te l'ai déjà dit, tu devras te débrouiller avec cet enfant. Je n'élèverai pas cet enfant. » J'ai dit « Mon Dieu, Léonard, tu me détestes? Je n'aurai jamais d'enfant avec un homme qui ne veut pas être le père de mon enfant. Ce que j'ai vécu avec mon père me suffit. Mon père m'a abandonné.
Je n'ai pas besoin de donner à mon enfant un père qui l'abandonnera aussi. Il a vu qu'il m'avait dit ces choses et a dit « Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas, c'est parce que je suis à un autre moment. Je veux être manager. » J'ai dit « D'accord. » J'ai mis fin à la conversation. Je me suis senti mal, mais je ne lui ai pas dit que je l'étais. Il est rentré à la maison, m'a flatté, tout ça, et j'ai fini par pardonner cette conversation. Vers juillet, mon père a commencé à se sentir très mal. Toute ma vie, mon père a toujours été très malade. Nous ne savions pas ce qu'il avait. Je le suivais de très près, j'allais le voir tout le temps. J'avais déjà pardonné tout ce qui s'était passé et nous avions une très bonne relation. Je suis allée rendre visite à mon père. Il avait les jambes très enflées et il a commencé à avoir beaucoup de plaies sur le corps. Ils ont fait des examens à mon père. Il a découvert qu'il avait un cancer, qu'il avait une leucémie. D'ailleurs, il est mort sans savoir qu'il avait un cancer. Il a commencé à beaucoup s'aggraver. Les médecins ont dit « Nous allons commencer le traitement ». Quand nous nous en sommes rendus compte, il n'y avait plus rien à faire. Je ne savais pas l'état réel de mon père et je pensais que c'était une exagération des médecins parce que je ne voulais pas accepter sa mort. Un mercredi, je suis allée rendre visite à mon père à l'hôpital et je lui ai dit « Papa, je viendrai te voir ce week-end, je resterai avec toi ». Le jeudi, il a été interné en réanimation. Le vendredi, il a été intubé. Le samedi, il ne répondait plus. Et le dimanche, je lui ai dit au revoir, le matin. C'est tellement triste parce que mon père était heureux que je sois mariée. Il était très heureux que j'aie une bonne personne à mes côtés parce qu'il n'avait pas été une bonne personne pour ma mère. Le dimanche où je lui ai dit au revoir, je lui ai dit « Papa, tu peux partir avec Dieu parce que tout va bien. Tu sais que je suis mariée à Léonard et nous allons super bien. » Ce même jour, il est parti. Avec la mort de mon père, je me suis sentie très mal à la maison, très triste, en pleurs, un peu perdue. Léonard a commencé à agir bizarrement et je devais annuler la douleur de la mort de mon père pour comprendre ce qui se passait. En septembre 2024, il y a eu une fête d'une amie à moi. Il m'a emmenée à cette fête. C'était dans une ferme. Il m'a laissé là-bas à 2h30 de l'après-midi. 2h45, il a appelé son amante parce que l'endroit où il m'a laissé était à mi-chemin de l'endroit où vit son amante. Il l'a appelée et est allé la retrouver. Je me suis sentie très mal à cette fête parce qu'une fille est apparue en disant qu'elle était médium et que mon père avait un message pour moi. Je me suis sentie extrêmement mal, je souffrais déjà d'anxiété. Et la fille qui arrivait, « Oh, ton père a un message !» J'étais mal avec ça. J'ai dit, « Non, ma fille, tranquille, laisse-moi aller aux toilettes. » J'ai couru aux toilettes et je l'ai appelé, il n'a pas répondu. J'ai rappelé, il n'a pas répondu. J'ai envoyé un message à sa mère. « Tante, Léonard est là ?» Elle a dit « Non, Léonard n'est pas là. En fait, j'ai vu Léonard très tôt aujourd'hui. Il n'est plus revenu par ici aujourd'hui. » Je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il se coupait toujours les cheveux le samedi religieusement, à 5h de l'après-midi. Ce jour-là, il les avait coupés à 8h du matin parce qu'il avait dit qu'il les avait coupés plus tôt parce qu'il allait m'emmener à la fête. Seulement, la fête était à 1h de l'après-midi. Il pouvait m'emmener et se couper les cheveux à 5h. Ce jour-là, il les a coupés tôt. Pourquoi? Parce qu'il allait rencontrer la personne. En l'appelant, appel vidéo. « Réponds-moi, réponds-moi ». Il rejetait tous les appels. Vers 7h du soir, il a dit « Qu'est-ce que tu veux? Tu envoies même des messages à ma mère, tu te méfies de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Léonard, il s'est passé quelque chose ici et je dois te le raconter. » Je voulais lui raconter ce qui s'était passé. Ma tante ne pouvait pas me répondre parce qu'elle était à l'hôpital. Elle travaille dans un hôpital. Ma mère ne pouvait pas me répondre parce qu'elle avait un engagement. Il est mon mari. Il était mon mari à ce moment-là. Lui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux l'envoyer par message. J'ai dit, non, je dois t'appeler. Pourquoi tu veux que je t'appelle? Je suis aux toilettes. J'ai dit, je dois te parler. Réponds-moi. Je ne vais pas te répondre. On dirait que tu te méfies de moi. Je suis aux toilettes. J'ai dit, les gens, mais tu m'as toujours répondu des toilettes. Quel est le problème? Non, je rentre chez ma mère. Je crois qu'il a mis son portable en mode avion. Il ne m'a plus répondu. Il a disparu. Il est apparu vers 8h30, 9h du soir, bien plus tard. Il a dit, écoute, je suis ici chez ma mère. À l'heure que tu veux, je viens te chercher.
J'ai dit, tu peux venir me chercher. Il est apparu là-bas vers 10 heures. Je suis sortie de la ferme, je suis montée dans la voiture et je suis restée silencieuse. Lui, extrêmement stressé, m'a crié dans la voiture. Qu'est-ce que tu voulais tellement me dire? J'ai dit, écoute, j'ai eu une crise d'anxiété. Une fille à la fête a dit qu'elle était médium. Je ne sais pas ce que c'était. Elle a envahi mon espace en disant que mon père avait un message pour moi. Je me suis sentie mal. J'ai commencé à pleurer au milieu de la fête de mon ami, gâchant son anniversaire. Je ne pouvais pas le lui dire, sinon je gâcherais l'ambiance pour elle et les invités. J'ai couru aux toilettes et je voulais juste te raconter ce qui se passait. Il a baissé sa garde, m'a parlé doucement et m'a présenté ses excuses. Là, je savais déjà que quelque chose se passait. Nous sommes rentrés à la maison, je me suis douchée, je me suis couchée et nous nous sommes endormis. Cette nuit-là, je me suis réveillée vers 4-5 heures du matin. Je ne me souviens plus très bien. Au fond de mon cœur, je me disais « Prends son portable, prends son portable ». J'ai dit « Non, je ne vais pas prendre son portable ». À l'époque où j'ai vu son Instagram, je suis devenue obsédée par le fait qu'il me trompait. J'ai eu l'idée de prendre son WhatsApp et de le connecter à mon ordinateur pour voir ce qui se passait. J'ai connecté son WhatsApp à 10 heures du soir un jour. Je suis restée tranquille avec l'ordinateur. Le lendemain à midi, il a découvert que le WhatsApp était connecté. J'ai dit, comment a-t-il découvert que le WhatsApp était connecté? Personne ne regarde ces choses. Il m'a détruite, m'a insultée complètement, disant que je ne lui faisais pas confiance. J'ai dit, les amis, je ne peux plus toucher son portable. Je lui ai promis que je ne toucherai plus jamais son portable et que tout irait bien. La même semaine, il m'a emmenée dans la ville que j'aime le plus, qui est Troyes. Nous avons passé la journée là-bas. C'était très bien. Nous étions ensemble. Nous sommes allés à un festival de gastronomie qu'il y avait. Il a parlé de ses perspectives de travail. J'ai parlé des miennes. Nous avons eu une conversation comme deux adultes. Nous sommes rentrés à la maison super bien. Ce jour-là, j'ai dit « Ah, c'était mon imagination, rien à voir avec WhatsApp ». Nous sommes rentrés de Troyes renouvelés, du moins moi. Encore une fois, je me suis annulée, annulant mes sentiments, annulant mon intuition. Les choses étaient là, sous mes yeux, et moi je disais « Non, c'est mon imagination, il a raison. Je suis idiote d'avoir envahi sa vie privée ». Je me souviens que je me suis levée, je suis allée prendre son portable, j'ai regardé la localisation, j'ai regardé WhatsApp, j'ai regardé les appels. Il n'y avait rien. J'ai remis le portable à sa place. Je me suis recouchée. En moi, retourne là-bas. J'ai dit, les gens, il n'y a rien dans ce portable. Je suis revenue et je l'ai revérifié. J'ai vérifié les photos. Mon Dieu, j'ai tout vérifié dans le portable. Il n'y avait rien. Je l'ai laissé là. Je suis allée à la cuisine boire de l'eau, tremblante parce que je mourrais de peur qu'il se réveille. N'importe quel mouvement qu'il faisait au lit, il se réveillait et ce jour-là, il ne s'est pas réveillé. Si je me tournais pour aller aux toilettes, il se réveillait ce jour-là. Il ne s'est pas réveillé. Je suis allée à la cuisine. J'ai bu de l'eau, le cœur battant, mourant de peur qu'il se réveille et me détruise. Je suis restée à réfléchir. Je suis allée au salon. Je marchais de long en large. La voix disait « Va prendre le portable ». Ce jour-là, je crois que j'ai été un peu dure avec Dieu. Je me souviens que j'ai dit « Si c'est Dieu qui parle, si c'est toi qui parles ». Je regardais le plafond dans le salon. « Alors dis-moi ce qui se passe, montre-moi. Parce que je ne sais pas. Je vais continuer à vérifier le portable de ce type. Qu'est-ce qui se passe ?» Au fond de mon cœur, ce n'était pas une voix tremblante. C'était une chose douce qui a dit « Va dans les appels WhatsApp ». Je suis allée dans la chambre, j'ai pris le portable, j'ai ouvert les appels WhatsApp, plusieurs appels WhatsApp à elle. J'ai comparé les dates. La date où nous voyagions vers la ville de sa mère, le jour où j'étais à la fête où il m'a laissé et a appelé, le jour où il a dit qu'il rentrerait plus tard parce qu'il jouait au foot avec les gars. Il l'a appelé. D'ailleurs, ce jour-là où il a appelé et que nous étions en voyage dans la ville de sa mère, il l'a appelé vers 00:15. Je me souviens exactement. Il était dans la salle de bain. Il l'a appelé de la salle de bain et nous étions en voyage. Ce jour-là, pendant le voyage, nous étions avec sa famille. À une fête, il s'est approché de moi et m'a dit « Nous avons rencontré un couple qui était ensemble depuis 50 ans. » Il m'a dit avec ces mots « Es-tu prête à vivre 50 ans avec moi? Je le jure !» Et une demi-heure avant, il l'avait appelé de la salle de bain. J'ai fait le lien, tous les appels. Je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est ça ici ?»
Il s'est réveillé super effrayé. Non, c'est la fille des RH. C'est que je suis en train de résoudre, elle fait des embauches pour moi et j'ai eu besoin de l'appeler. J'ai dit, et tu appelles cette fille même le week-end. Tu m'as laissé à la porte de l'anniversaire de mon amie et tu l'appelles elle? Non, c'est que je réglais un problème de certificat pour un gars. Et tu avais besoin de l'appeler en appel vidéo? Non, c'est qu'elle ne me répondait pas normalement et tout. J'ai dit, alors, où sont les conversations que je n'ai pas trouvées? Non, je les ai supprimées parce que je pensais que tu te sentirais un peu mal à l'aise avec une conversation de travail. Léonard, une conversation de travail, pourquoi tu l'as supprimée? Non, c'est que je pensais que tu te sentirais je ne sais quoi. Il m'a calmé. Chaque fois que je subis un coup très fort, je m'endors. Je me souviens que quand j'ai appris la mort de mon père, j'ai beaucoup pleuré et je pleure tellement que je m'accélère tellement que mon corps s'éteint et je m'endors. Ce jour-là, je suis devenue si nerveuse que je me suis évanouie, je me suis endormie, je me suis déconnectée. Je me suis réveillée vers 10 heures, il me préparait mon café au lait et mon pain chaud qu'il faisait tous les dimanches matins. Ce jour-là, c'était dimanche. Il m'a donné du café, nous nous sommes allongés sur le canapé et j'ai réfléchi à ce qui se passait. Ce jour-là, je l'ai appelé sans le vouloir, en essayant de comprendre les appels. Il a dit qu'elle l'avait rappelé et lui avait demandé ce qui se passait. Il a dit que non, que c'était parce que j'avais vu les conversations et qu'il ne pouvait plus parler de choses de travail par le portable personnel parce que ça devenait très étrange. J'ai dit, alors où sont les conversations? Ah, je les ai supprimées. Bref, il ne m'a pas montré les conversations. J'ai dit, Léonard, d'accord, c'est une conversation sur ton travail, mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu as un portable professionnel. Pourquoi n'as-tu pas parlé avec elle du travail par ton professionnel? Cet homme n'est pas devenu pâle. Rien. Il était resté calme et a dit « Non, mais je n'ai pas parlé parce que je n'avais pas le professionnel près de moi. » Ah, ne me dis pas ça. Une conversation de service n'a pas d'historique de conversation et en plus des appels vidéo. De quoi parliez-vous? D'accord, je vais le dire. Nous parlions de choses personnelles. Moi, quoi? Il s'est tourné et a dit « Non, c'est que comme ton père est mort et que tu étais très mal et que je rencontre beaucoup de problèmes au travail, mon chef m'a demandé de chercher la psychologue du travail. Je l'ai cherchée pour converser, mais je n'ai pas pu me confier. Cette fille est une écoutante de l'entreprise. Elle écoute les gens quand ils en ont besoin. Elle n'est pas psychologue diplômée, mais elle est écoutante. Sa chef, qui elle est psychologue, m'a donné son numéro. J'ai commencé à faire des sessions d'écoute avec elle et nous avons commencé à parler de travail. Au final, les conversations sont devenues personnelles. Quel genre de conversation personnelle? Ah, rien d'extraordinaire. Juste lui demander quelle couleur tu aimes, ce que tu aimes manger. J'ai dit, Léonard, même ma sœur de 15 ans n'a pas ce genre de conversation au téléphone. Tu deviens fou, qu'est-ce que c'est? Non, c'est que j'ai beaucoup aimé parler avec elle. Je l'ai trouvée très agréable. Comme tu étais très mal avec ton père, je ne voulais pas te causer de problème. Léonard, moi à la maison, ta femme, et toi qui parles avec une autre personne? Ah, c'est que je ne voulais pas te causer de problème. Je suis devenue extrêmement agacée, je suis sortie de la maison en voiture et je l'ai laissé là. J'ai disparu. Je me suis dit, m'aurait-il trompé? Qu'est-ce qui se passe? Je suis rentrée à la maison, il est venu me parler, a dit qu'il ne m'avait jamais trompé avec elle, que c'était juste de la conversation, qu'il ne lui parlerait plus et que c'était fini. Seulement, au final, il lui a parlé parce qu'il l'a trouvée très agréable. Il savait que c'était mal, mais il ne voulait pas me déranger. Là, nous avons fait un accord. Il ne parlerait plus jamais à cette fille, ne la chercherait plus, et moi non plus. Je ne poserai plus de questions sur cette femme. Nous allions continuer notre vie et il allait laisser tomber ces conversations parallèles, puisqu'il avait dit que c'était juste de la conversation. C'est alors que j'ai commencé à me sentir très mal à la maison. J'avais déjà eu plusieurs infections urinaires. Je consultais beaucoup le gynécologue. Je croyais que c'était à cause du stérilet. En septembre, où ce problème est survenu, le 1er octobre, je crois que ce problème est survenu, nous avons eu cette discussion. Nous avons convenu que tout irait bien à partir de là. Il est redevenu un excellent mari, la personne que j'ai rencontrée au début. Il est devenu une personne merveilleuse, un type incroyable que j'ai dit « Mon Dieu,
Grâce à Dieu, ce n'était qu'un déséquilibre dans la relation. Il est redevenu la personne merveilleuse qu'il était avant. J'ai commencé à me sentir très mal à la maison. J'ai commencé à avoir beaucoup de douleurs pelviennes. J'ai dit, les amis, qu'est-ce qui m'arrive? Les douleurs ne faisaient qu'augmenter. Elles ne me laissaient pas en paix. Je me courbais beaucoup avec ces douleurs. Je ne dormais pas. J'ai dit, je vais chercher un médecin. J'ai cherché un médecin. On m'a hospitalisé. Ils n'ont pas découvert ce que c'était. Ils m'ont donné des médicaments et je n'allais pas mieux. J'ai cherché un autre médecin, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ont dit « Ah, c'est le stérilet, nous allons retirer le stérilet. » Je suis allée à une consultation gynécologique. La gynécologue a dit « Écoutez, comme vous avez fait les examens et que ça n'a rien donné, nous allons le retirer puisque votre stérilet vous pose problème. D'après les examens, je crois qu'il a juste un peu bougé, ça peut être ça vos douleurs. » Quand elle m'a retiré le stérilet, c'est là que la situation a empiré. Là, je me suis vraiment sentie mal. J'avais tellement mal que j'en avais des crises d'évanouissement. La médecin est venue me parler et a dit « Jeune fille, permettez-moi de vous demander quelque chose. » Elle ne m'a même pas appelée jeune fille. Elle a dit « Marine, viens ici, on va parler. » J'ai fait tes examens, j'ai vu que tu avais fait plusieurs examens, tu as retiré le stérilet. Le problème n'est pas le stérilet. Tu as une IST. J'ai dit « Hein? Tu as une MIP et c'est ça qui te cause ce problème. Remercie Dieu car tu as failli perdre ton utérus et tu as failli ne plus pouvoir avoir d'enfants. Tu veux avoir des enfants? » J'ai dit « Oui. Laisse-moi te demander, excuse-moi, mais avec combien de partenaires tu couches? » En silence, les yeux pleins de larmes, j'ai dit « Docteur, je suis mariée. » Je me souviens qu'elle m'a prise par la main et m'a dit « Écoute, je ne te mets rien dans la tête, mais quand tu rentreras à la maison, parle à ton mari. » De là, je suis sortie en me disant « Qu'est-ce qui se passe ?» On m'a hospitalisée et j'ai dû suivre 15 jours de traitement pour guérir de ça. Grâce à Dieu, ce n'est pas monté jusqu'aux trompes. Nous avons réussi à faire le traitement avant et je me suis améliorée. Grâce à Dieu, ce n'était rien de plus sérieux. Je suis allée le retrouver quand je suis allée acheter des médicaments et je lui ai demandé « Léonard, m'as-tu déjà trompé ?» Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je savais que tu allais me demander ça. Je ne t'ai jamais trompé. C'est pour ça que tu t'es senti si mal. » Comme s'il m'avait dit « Tu as été traumatisé par les conversations, par les appels que tu as vus sur le portable. C'est pour ça que tu t'es senti mal et que tu es comme ça. » J'ai dit « Ah, c'est vrai, n'est-ce pas? Peut-être que je me suis sentie très mal. Et c'est pour ça que j'ai eu ce problème. Tout ce qui m'arrive, je suis très intense et mon corps réagit de cette façon. Je croyais de cette façon. Nous avons été bien en septembre. Octobre est arrivé. Cette fille est partie en vacances. J'ai dit, mon Dieu, grâce à Dieu que cette fille est partie en vacances parce que je suivais de près son portable professionnel et il ne le savait pas. Il y a eu un événement à l'Eurexpo là-bas à Lyon, lié à son domaine de travail. Ils ont affrété un bus avec une 40aine de personnes pour aller à cet événement. Lui aussi est allé à cet événement et la fille aussi. Il est allé, il a passé toute la journée à l'événement, il a participé à tout correctement, il est rentré à la maison. Il est si venu me raconter l'événement. Je ne lui ai pas posé de questions sur elle parce qu'elle ne faisait plus partie de mes questions ni de mon cycle. J'avais déjà clos ce chapitre et tout allait bien entre nous. Nous nous sommes endormis et au milieu de la nuit, il est tombé une très forte pluie. Je suis allée fermer les fenêtres de la maison et son portable professionnel était dans la cuisine en train de charger. J'ai dit, je vais voir qui est allé à l'événement. J'ai vu la photo avec toutes les personnes à l'événement et elle sur la photo. Ah, Camille est allée à l'événement. J'ai passé, j'ai verrouillé le portable, j'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis sortie en marchant. La même voix douce est venue à mon cœur et a dit « Retourne là-bas et ouvre la conversation X ». Elle m'a même dit la conversation que je devais ouvrir. Je ne plaisante pas. Ce que je dis est très sérieux. La conversation X, il l'avait eue à 10h48 du matin. Je me souviens comme si c'était hier, moi dans cette cuisine. D'autres conversations sont apparues, des conversations avec des gens du travail sont aussi apparues. J'ai dit « Oui, je deviens folle ». Je suis revenue et il y avait vraiment la conversation avec cette personne. Quand j'ouvre la conversation avec cette personne sur WhatsApp, il y avait la photo des deux. Il a pris un selfie, ou elle, je ne me souviens pas, a pris un selfie et l'a envoyé à cette personne du portable professionnel. Cette personne a répondu
Camille est jolie, mais vous êtes incomparables. Un magnifique couple. Il a répondu « Merci Anne, bisous, bisous, bisous », d'une manière que je n'avais jamais vue. Il ne conversait pas de cette façon qui m'a semblé étrange. De là, j'ai pris une photo de ça et je suis allée sur son portable personnel. J'ai pris son iPhone et je suis allée dans les photos. Il y avait une photo des deux, d'elle avec son iPhone à la main prenant un selfie des deux, lui super souriant, les deux ensemble là-bas. J'ai commencé à crier comme une folle dans cette maison. J'ai commencé à crier sans arrêt. Je n'arrêtais pas de crier. Et lui essayant de me calmer de toutes les manières, disant « Pourquoi la femme de ménage de ton travail dit que vous êtes un beau couple? Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, calme-toi » en essayant de me calmer. Il m'a justifié en disant que dans cette ville, les gens sont très simples. Ce sont tous des gens simples. Tous ont des attitudes affectueuses les uns envers les autres. Comme s'il était le petit ami d'une dizaine d'autres personnes de l'entreprise, tout le monde le traitait comme le petit ami des gens de là-bas, parce que les gens étaient tous gentils et ils le prenaient à la blague. J'ai dit « Léonard, je travaille dans mon entreprise depuis le même temps que toi tu travailles dans la tienne. Nous avons commencé pratiquement à la même période. Personne ne m'a jamais appelé la petite amie de qui que ce soit nulle part parce que je n'ai jamais donné le droit à personne de dire ça de moi. » En criant, ma tension est montée. Je suis sûre que je me suis beaucoup énervée. Je me suis sentie mal. Je me suis allongée et je me suis évanouie. Je crois que je me suis évanouie parce que je criais beaucoup. J'étais très agitée. Je me suis évanouie et je me suis endormie. Le lendemain, je faisais du télétravail à la maison. Il allait travailler. Il s'est réveillé le matin normalement, en pleurant à chaudes larmes, en lui disant que je ne croyais pas qu'il m'ait demandé de ne pas m'approcher de cette fille, de ne pas avoir de contact avec elle. Et il a continué à avoir des contacts, à lui parler. Il s'est tourné vers moi et a dit que c'était parce qu'elle s'était assise à côté de lui, parce que la chaise était vide. Elle s'est assise, il n'y avait pas moyen de lui demander de partir. C'est elle qui lui a demandé de prendre la photo. Il a donné des justifications. Écoute, j'ai envoyé cette photo parce qu'elle me l'a demandé. Elle a voulu prendre cette photo. Je ne voulais pas être impoli avec elle. J'ai dit, aurais-tu pu être impoli? Oui, parce que s'il y a quelque chose que tu sais faire, c'est être impoli quand tu veux. Il est comme ça. Quand il veut couler la personne, il la coule. Il a ce pouvoir. Il a pleuré et tout, il est parti au travail. Ce jour-là, j'avais déjà son téléphone. J'avais déjà le téléphone de son patron et j'avais déjà le téléphone de la patronne d'elle. J'ai dit, aujourd'hui, je vais découvrir ce qui se passe. Je l'ai appelée plusieurs fois, elle ne m'a pas répondu. C'est alors que j'ai dit, bonjour Camille, tout va bien. J'essaie de te parler et je n'y arrive pas. Elle, très rudement, s'est tournée vers moi et a dit, qui est-ce? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que tu veux? Je suis la femme de Léonard et j'aimerais savoir pourquoi il y a une photo de toi et de mon mari sur son portable et que la femme de ménage vous appelle un couple. Cette fille a dit, calme-toi, ce n'est rien de tout ça. J'ai dit, explique-moi ce qui se passe. Je me souviens qu'elle a dit, écoute, je reviens juste de vacances. Quelque chose comme ça. Elle revenait vraiment de vacances. J'ai beaucoup de choses à régler, mais on va parler. Elle a éludé le sujet et ne m'a rien dit. Alors Camille, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne me dis pas ce qui se passe, je sors tout de suite et je vais dans ta ville pour qu'on parle en personne. Au même instant, je suis sûre qu'elle l'a appelé en lui disant « Écoute, ta femme arrive. » Il est devenu fou, s'est tourné et a dit « Où es-tu » J'ai dit « Tu n'as jamais voulu savoir où je suis, tu ne sais même pas où je traîne, maintenant tu veux savoir? Tu appelles ici, tu ruines la vie de Camille, tu ruines ma vie. Nous devons travailler, laisse-nous tranquilles. J'arrive. » Alors que j'étais sur le point de quitter la maison, un camion de maïs a basculé sur l'autoroute qui mène là-bas et a bloqué toute l'autoroute. Il y a eu un embouteillage énorme dans le quartier. Il n'y avait aucun moyen de sortir. J'ai dit « Zut, il n'y a pas moyen d'y aller. C'est même bien que je n'y sois pas allée parce que j'imagine. Je ne suis pas ce genre de personne basse qui arrive dans les endroits, crie, se bat, fait du scandale et casse des choses. Je ne suis pas ce genre de personne. Je crois que si j'y étais allée, je me serais sentie très mal parce que j'y serais arrivée. Les gens m'auraient regardée et dit « Ma fille, les deux sont en couple, qui es-tu » Je l'aurais découvert à ce moment-là. Je me serais sentie extrêmement mal.
Je crois que c'était bien que cela arrive parce que ça m'a empêché d'apparaître là-bas en ville, d'apparaître à son travail et de faire ce genre de choses que je n'aime pas. J'ai appelé le travail d'elle, la secrétaire a répondu. J'ai dit « Bonjour, je suis Julie, je veux parler à Camille parce que je participe au processus de sélection. Cette fille est assistante RH là-bas au travail. Elle dit qu'elle fait de l'écoute. Elle n'est pas diplômée en psychologie. J'ai parlé avec elle. Bonjour, Camille peut parler? Bonjour, tout va bien. Qui est-ce? J'ai dit, ne raccroche pas. J'appelle parce que je veux savoir ce qui se passe. Camille, quelqu'un va devoir me dire parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Écoute, je quitte le travail à 4h15. À cette heure-là, je t'appelle et on discute. Parfait. Quand il était 3h58 de l'après-midi, elle m'a envoyé un texte de cette taille que je suis sûre qu'elle l'a mis dans ChatGPT parce qu'il avait un langage qu'elle n'a pas. J'ai lu le texte et j'ai dit « Quoi ?» Dans le texte, il était dit qu'elle n'avait rien à me dire, que si je voulais savoir quelque chose, je devais parler à Léonard, qu'elle ne me devait rien, que je devais parler à lui. Je me suis sentie super agacée avec ça et je lui ai envoyé un message. « Écoute, j'ai parlé avec Camille. Elle m'a déjà tout raconté. Quand tu arriveras, on discute. » Elle ne m'avait rien dit. Il s'est tourné vers moi et a dit « Mon Dieu, j'en ai même eu la diarrhée. » J'ai dit « J'imagine. » Il a tardé à rentrer à la maison. Il a fait des courses. Il a acheté mon adoucissant préféré. Il a acheté mon pain préféré. Il a acheté mon gâteau préféré. Il a acheté mon jus préféré. Il est passé chez sa mère et est venu. Quand il est venu, il a attendu de prendre sa douche. Il a commandé une pizza pour nous. Nous avons mangé la pizza. J'ai dit, Léonard, on peut parler maintenant? On peut revenir à septembre quand j'ai découvert les conversations? Nous n'avons rien à nous dire. Tout ce que tu sais, tu le sais déjà. J'ai dit, non, j'ai vu une photo de vous deux. La fille a dit qu'elle n'avait rien à me dire. Et je veux savoir ce qui se passe. Je n'ai rien à te dire. J'ai dit, mais la fille m'a dit que c'est toi qui dois me dire quelque chose. Mais je n'ai rien. J'ai dit, mais elle m'a déjà tout raconté. D'un ton moqueur, il se tourne vers moi et dit, si elle t'a déjà tout raconté, je n'ai rien à te dire. Il ne se passe rien. J'ai dit, Léonard, m'as-tu trompé avec Camille? Il a dit, oui. À ce moment-là, je suis restée paralysée. J'ai dit, quand était-ce? Ah, c'était juste après la mort de ton père. J'ai dit, j'étais en deuil et tu étais avec une autre personne. Non, mais ce n'était qu'une seule fois. Je suis allée chez elle, c'était après le travail. Je suis sortie en moto, je suis allée chez elle. Sa maison était extrêmement sale, tout était sale, tout était en désordre. Il m'a même raconté la façon dont il était avec elle. Il m'a même dit le temps qu'il a passé avec elle. Il a dit qu'il n'avait même pas éjaculé, qu'il s'était levé et avait dit « Je veux partir, je veux voir Marine ». Il dit qu'il est sorti de chez elle et est venu chez nous. Il dit que j'étais assise sur le canapé avec son pyjama préféré et que je lui ai dit « Mon Dieu, aujourd'hui tu as tardé, j'attendais pour regarder un film ». Il a dit « Ah, je vais juste prendre une douche et on va regarder un film ». Il dit qu'il est entré dans la salle de bain, a pleuré à chaudes larmes pour ce qu'il a fait et est allé rester avec moi. J'ai dit « Mais pourquoi tu m'as trompé avec elle? Pourquoi as-tu été avec elle? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que je ne comprenais pas. J'étais son épouse jusqu'à ce moment-là et je faisais tout mon possible pour que les choses se passent bien. Je me considère comme une bonne personne. J'ai toujours été honnête avec lui et il m'a fait ça. J'essayais de comprendre. Je me souviens qu'une fois, nous nous sommes disputés pour une raison stupide, à cause d'une poubelle que nous n'avions pas descendue. Il s'est mis extrêmement en colère contre moi et nous sommes restés une journée sans nous parler. Le lendemain, je lui ai dit « Léonard, ce n'est pas bien que nous ne nous parlions pas. C'est mal et je ne veux pas rester sans te parler parce que je t'aime et je veux continuer cette relation. » Je lui ai demandé « Tu m'aimes ?» Lui « Oui. » J'ai dit « Eh bien oui, parce que si un jour… » Je lui disais toujours ça parce qu'il me connaît depuis jeune. Il sait les choses par lesquelles je suis passée, les choses par lesquelles ma mère est passée, ma famille est passée. J'avais toujours cette conversation avec lui. Je me souviens que je lui ai dit « Si un jour tu cesses de m'aimer ou si je ne suis plus intéressante, préviens-moi parce que je ne veux pas vivre la même chose que ma mère. Je ne veux pas passer par là. Si un jour ça ne marche pas, s'il te plaît, dis-le-moi. »
Je ne veux pas découvrir qu'on me trompe. Je me souviens qu'il s'est tourné et a dit « Mais les femmes trompent aussi ». Je me suis tournée et j'ai dit « Mais tu crois que je te trompe ?» Non. J'ai dit « Alors si un jour ça ne va pas pour moi, je te le dirai aussi. Je veux que tu me le dises parce que je ne veux pas découvrir par des tiers ou par d'autres personnes que quelqu'un me trompe. » Quand j'étais assise dans le salon et qu'il me racontait qu'il m'avait trompée, j'ai dit « Mais pourquoi cette fille? Elle n'est même pas si jolie. Ce n'est même pas une question de beauté. Même si elle l'était, ça ne le justifie pas. » Lui, non, elle est très jolie. Elle a même un très beau corps et de très grosses fesses. Au moment où il a dit ça, je me suis levée, je me suis brossé les dents. Je crois que j'ai eu de nouveau une... Vous savez, mon corps a commencé à se sentir bizarre. Je me suis allongée au lit et j'ai dormi jusqu'au lendemain. Le lendemain, il allait travailler. Je ne sais même pas s'il a travaillé ce jour-là. C'était samedi. Il s'est préparé pour aller travailler. C'était l'anniversaire de ma grand-mère et elle était super excitée par son anniversaire. Je suis restée catatonique. Je ne disais rien. Je me suis réveillée sans rien dire. J'ai marché dans la maison sans rien dire. Je me suis occupée de mes petits oiseaux sans rien dire. Je suis allée à la fête de ma grand-mère. J'ai passé toute la journée chez ma tante. Je ne disais rien. À la fête, les gens disaient « Oh, où est Léonard? Où est Léonard ?» Je ne répondais pas. Je ne disais rien. La fête s'est terminée. Je suis rentrée à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, il mettait son sac à dos et prenait quelques paires de vêtements. Je lui ai dit « Léonard, où vas-tu? Je vais chez ma mère jusqu'à ce que la tempête se calme, jusqu'à ce que les choses se tassent. » Je me souviens que je me suis arrêtée à la porte et j'ai dit « Punaise, ne pars pas parce que... » On aurait dit mon père qui partait. Au fond de mon cœur, ça s'accélérait tellement que je me disais « Je ne peux pas le laisser partir. » Ma mère est restée 10 ans alitée. Moi aussi, je resterai 10 ans. Je restais avec cette chose, je disais « Ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas. » Lui, je pensais que tu n'allais même pas rentrer, je pensais que tu allais rester chez ta tante, parce que je ne voulais pas que tu me voies partir. Autrement dit, il voulait que j'arrive là-bas et que ses affaires ne soient plus là, comme mon père l'avait fait avec moi. Mon Dieu, dans ma tête, c'était comme la place de la Concorde. Ça passe, fais quelque chose, fais quelque chose. Je disais, non, ne pars pas, ne pars pas. Il a ouvert la porte et a descendu les escaliers. Je me suis allongée sur le canapé. Je me suis évanouie. Je criais tellement que je pleurais. J'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré que j'ai passé des nuits et des nuits à pleurer. Il est parti le 28 octobre. Je me souviens comme si c'était hier, allongée sur le canapé en pleurant sans savoir quoi faire, seule dans un appartement. J'ai appelé sa mère et je lui ai envoyé un message. « Tante, Léonard arrive chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quand il arrivera, tu lui parleras. » Je suis restée ce jour-là à la maison, je suis restée le dimanche à la maison, je me suis sentie mal. Il venait à la maison tous les jours, même en vivant chez sa mère. Il y allait, nous discutions, il disait que nous allions prier, que nous allions réconcilier notre mariage, qu'il était seulement parti de la maison pour me donner du temps. Il y allait toujours tous les jours, il sortait du travail et passait par la maison, nous discutions, il dînait. Nous avions cette relation. Le 31 octobre, il est allé à la maison chercher des vêtements à lui, les nouveaux vêtements, les nouvelles baskets, la nouvelle chemise, tout neuf. Je me suis retournée et je lui ai dit « Pourquoi tu emportes tes nouveaux vêtements ?» Il est allé là-bas juste pour chercher ses vêtements parce que toutes ses affaires étaient là. Non, parce que j'ai un fournisseur aujourd'hui et demain au travail et je veux être bien présentée. Ah, mais tu travailles dans un centre de distribution logistique. Tu n'as pas besoin de porter des baskets, tu dois porter des bottes parce que dans le centre de distribution, tu travailles avec des bottes. Non, c'est que je veux être présentable. Ces types viennent de l'extérieur. Mais tu devais être en uniforme, non? Non, c'est que je veux être présentable. Il a emporté les vêtements. Le lendemain, c'était son anniversaire à elle. Où était-il? À sa fête d'anniversaire à elle. À cette fête d'anniversaire, j'ai reçu le récit d'une personne qui était à la fête qu'ils ont chanté « Qui épousera Camille ?» Et ils disèrent pour son nom. Le temps a passé, il me rendait visite à la maison, il venait me voir. Par exemple, je restais enfermée toute la journée dans l'appartement. Je travaillais pendant la journée et je restais toute la nuit éveillée sans dormir, me sentant mal.
Il venait me voir, il m'emmenait sortir, nous sortions, nous discutions beaucoup. Il allait chez sa mère et notre relation continuait. Il disait « Non, nous allons prier, tout ira bien, c'est juste le moment que nous traversons. Nous allons continuer à chercher Dieu. » Moi, cherchant Dieu à la maison pour que Dieu réconcilie mon mariage, parce que même avec la trahison, parce que j'ai pensé que ça n'avait été qu'une seule fois, oui, je voulais lui pardonner. Je ne vais pas mentir, je voulais pardonner. Je voulais retrouver mon mari à la maison. Il me rendait beaucoup visite. C'est alors qu'en décembre, le 7 décembre, j'ai soupçonné que j'étais enceinte. J'ai cru que j'étais enceinte parce que mes règles avaient beaucoup de retard. Quand je suis allée lui dire « Écoute, Léonard, je crois que je suis enceinte parce que mes règles ont beaucoup de retard. Tu es sûre ?» J'ai dit « Je ne sais pas parce que je n'ai pas encore fait le test, mais elles sont en retard. Seulement, je ne te l'avais pas dit. » Il m'a insulté, m'insultant. « Tu ne comprends pas ce moment que je traverse. Regarde les choses que je t'ai faites. Je t'ai trompé. » J'ai dit « Léonard, je t'ai déjà pardonné. Rentre à la maison, continuons notre vie. » Non, je ne sais quoi en m'insultant. J'ai dit « Les amis, quel est le problème si je suis enceinte? C'est une nouvelle désastreuse, je devrais en parler à ma mère. » Je me suis dit « Pourquoi doit-il dire à sa mère que je suis enceinte? Je ne comprends pas. C'est parce que l'autre était déjà enceinte, l'autre fréquentait déjà sa maison, et moi, enceinte, ce seraient 2 enfants qu'il allait avoir en même temps. Alors pour lui, oui, c'était une nouvelle désastreuse. Je me souviens que je suis allée chez ma médecin. Elle m'a demandé le test et je n'étais pas enceinte. Je lui ai parlé. Il est redevenu normal avec moi parce que jusqu'alors que j'étais enceinte, il est devenu fou en disant que c'était une très mauvaise nouvelle pour lui que je le sois. En novembre, je me suis sentie très mal. Il y a eu un jour férié en novembre. Je suis allée seule à Troyes en voiture pour calmer mon esprit parce que je restais beaucoup enfermée dans la chambre, à la maison, en pleurs. Il dit que ce jour-là, il travaillait. Je suis allée à Troyes, j'ai passé toute la journée là-bas. Le week-end suivant, elle est allée à Troyes et a publié dans ses stories Instagram en disant « Visitant Troyes pour la première fois avec ma petite princesse et aux yeux de mon photographe préféré. » Elle a pris des photos aux endroits où je prends des photos, dans les endroits que je connais, des entrées qui ne sont pas des entrées que tout le monde sait être gratuites à Troyes. Seul celui qui visite là-bas le sait. Si elle visitait Troyes pour la première fois, elle ne connaîtrait pas ces endroits où elle est allée et a pris des photos. Les amis, mais qui a emmené cette fille prendre des photos à Troyes? Qui est cette petite princesse? C'est son chien. Qui est avec elle? Qui est le photographe préféré? Il l'a emmenée à Troyes, ma ville préférée, et l'a emmenée à tous les endroits que j'aime. Très probablement, il l'a emmenée manger le brownie et le chocolat suisse que je lui ai présenté. Ça me fait beaucoup de mal parce que c'est ma vie, c'est mon histoire. Ce sont les choses que nous avons vécues. Je crois qu'il n'avait pas le droit d'emmener son amante vivre les choses que j'ai vécues, faire les choses que j'aime faire. Cette personne est si bizarre qu'elle se teint les cheveux comme moi. Elle a un tatouage comme le mien. Elle essaie de parler comme moi. Elle s'est inscrite dans le même cours où j'ai obtenu mon diplôme. Elle se fait passer pour la même profession que moi. C'est bizarre et j'ai beaucoup de peine pour cette personne. Beaucoup de peine, malheureusement. Décembre est passé. J'avais une chirurgie à faire. J'allais faire une réduction mammaire. Il est allé là-bas. Ma tante lui a envoyé un message. J'ai fait la réduction. Il est allé à l'hôpital. Il m'a traité comme une épouse. Il m'a embrassée. Il était là avec moi à mes côtés. Il a conversé avec moi. Je suis rentrée à la maison. Il est allé chez ma tante où je suis restée. Il est resté là avec moi. Il m'a accompagnée. C'est alors que son anniversaire est arrivé le 18. Le 30 décembre, c'est son anniversaire. Et le mien est le 2 janvier. Nos anniversaires sont proches. Je lui ai rendu hommage dans mes stories en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Il ne l'a pas partagé dans ses stories. Je lui ai demandé « Léonard, tu ne vas pas le partager. Je ne partage rien de personne parce que je ne me sens pas très bien. Je ne me sens pas très bien pour célébrer mon anniversaire. Je ne me sens pas très bien. » C'est passé bien. À mon anniversaire, il n'a fait aucune publication de joyeux anniversaire pour moi. Mais il m'a envoyé un texte de cette taille en disant qu'il m'aimait, que j'étais l'amour de sa vie. Joyeux anniversaire. J'ai dit « Tiens, tu ne vas rien publier pour moi le jour de mon anniversaire. » Il a dit « Mon Dieu, tu recommences.
Je crois que je vais même supprimer cet Instagram que je n'en peux plus. Je ne sais quoi, je ne sais combien. Tu sais quoi? C'est fini. Tout est fini, ça suffit. Je n'en peux plus de cette pression. Avant nos anniversaires, le 24 décembre, j'ai passé Noël seul. Je n'avais personne avec qui passer Noël. J'ai découvert après qu'il n'avait pas passé Noël avec moi, parce qu'elle était venue de sa ville à Vénissieux pour passer Noël chez sa sœur. J'ai pensé qu'il allait chez mon ex-belle-sœur pour passer Noël. Noël est très important pour moi. C'est la date la plus importante de l'année parce que j'aime Noël, la famille, ces choses. J'attendais l'invitation pour aller à Noël parce que nous traversions juste un moment difficile. Il se comportait toujours comme mon mari et il ne m'a pas invité à passer Noël. Il m'a envoyé un message de Noël disant « Noël est horrible sans toi ». C'est parce qu'il était déjà avec elle, chez mon ex-belle-sœur, à passer Noël. Mon anniversaire est arrivé, il a dit qu'il ne voulait plus rien avec moi. Moi, après l'opération, allongée sur un lit en pleurs, ma tante me donnant des médicaments pour me calmer, et lui me disant ce genre de choses. C'est passé, janvier est arrivé. En janvier, j'ai beaucoup demandé à Dieu d'ouvrir une porte, une fenêtre, n'importe quoi, parce que j'étais très en colère, traînant beaucoup de choses, ayant beaucoup de problèmes. Pendant cette période de janvier, je suis restée chez ma tante parce que j'étais en convalescence de l'opération que j'avais subie. J'ai eu l'opération le 28 décembre, donc je suis restée tout le mois de janvier chez ma tante en convalescence. Ma convalescence a même été bonne, mais je restais beaucoup allongée parce que j'étais très fragilisée, je ne mangeais pas bien. Jusqu'à aujourd'hui, je ne mange pas bien d'ailleurs. Je ne me nourrissais pas, je ne faisais que pleurer et chercher Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Tout le mois de janvier a été comme ça, et son excuse pour ne pas venir me voir était qu'il était très gêné avec ma famille, mais qu'il fallait que nous continuions à prier parce que Dieu allait réconcilier notre mariage. En février, je suis rentrée chez moi. Je me souviens que le 4 février, je lui ai envoyé un message. « Viens me voir, tu me manques. » « Ah non, je suis ici à la salle de sport. J'ai un peu la tête mal. » J'ai dit « Punaise, viens ici s'il te plaît, tu me manques. Aujourd'hui, je ne passerai pas, mais je passerai te voir après. Tu me manques beaucoup aussi. » Je me souviens que je lui ai dit « Mais tu me manques. » Ah, moi aussi, c'est que ces choses qui se passent. Je ne pense à rien de tout ça parce que ma tête est très... Il dit qu'il ne pensait pas au sexe, ne pensait rien de tout ça, parce que sa tête était très traumatisée par tout ce qui s'était passé. Il essayait de bien raisonner tout, mais qu'il passerait toujours me voir, mais qu'il ne pensait pas au sexe ni à ces choses parce qu'il était très mal. Je me suis endormie, je me suis sentie vexée qu'il ne vienne pas me voir. Je suis déjà à la maison, il n'est pas venu me voir. Cette nuit-là, je me souviens que je me suis réveillée au milieu de la nuit et j'ai eu une conversation très sincère avec Dieu. J'ai dit « Punaise, Dieu, tu es là à voir toute cette histoire. S'il y a quelque chose de caché, montre-le parce que je n'en peux plus. » Même si tout cela était déjà quelque chose que Dieu me montrait déjà, je l'aimais trop pour comprendre qu'il était avec une autre personne. Je ne voulais pas l'accepter. Et ses mensonges me réconfortaient. Je croyais qu'il se sentait vraiment mal. Il a dit qu'il avait commencé une thérapie, qu'il avait cherché un psychologue, qu'il suivait un traitement pour se comprendre, pour comprendre pourquoi il m'avait trompé, parce que ce n'était jamais dans son caractère, qu'il était une personne de grand caractère. Les mensonges qu'il me racontait me convainquaient parce que j'ai passé des années avec lui. Dieu, s'il te plaît, si tu es là à m'écouter, montre ce qui est caché parce que je n'en peux plus. Je suis mariée avec lui. Le type dit qu'il prie, qu'il cherche Dieu, qu'il va chez le psychologue, qu'il lit le livre de Matthieu et il ne rentre pas à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis endormie. J'ai dormi comme le sommeil des justes. Je me suis réveillée à 8 heures du matin. Je commence à travailler à 8 heures du matin. J'ai parlé aux filles. J'arriverai un peu en retard parce que je viens de me réveiller. Les gens, tranquille, ça va. Là, en me préparant, je mets toujours de la musique, je me prépare et je sors de la maison pour le travail. Ce jour-là, j'ai décidé d'aller sur Instagram. Je n'étais pas dans ma recherche. Je n'avais rien cherché. J'ai juste ouvert Instagram. La page de son entreprise s'est ouverte et une vidéo toute aléatoire est apparue. J'ai dit « Quelle vidéo aléatoire? Pourquoi est-ce sur cette page ?» J'ai fait défiler l'écran. Une vidéo d'elle est apparue. Elle était de côté. J'ai dit
Cette fille est enceinte. Je suis sortie d'Instagram, je l'ai déjà appelé. Léonard, tout va bien? Bonjour. Lui avec son surnom affectueux avec moi comme toujours. Salut, tout va bien? Bonjour. Comment vas-tu? Comment ça s'est passé? J'ai dit, alors je t'appelle parce que j'ai vu ici sur l'Instagram de ton entreprise, Camille est enceinte. Il laissait rester muet et m'a dit, après, ce n'est pas le meilleur endroit pour que nous parlions. J'ai dit, tu vas parler oui, parce que si tu ne parles pas, je vais dans cette ville pour découvrir ce qui se passe. Il a dit, elle est enceinte? J'ai dit, le fils est le tien? Lui, oui. J'ai dit, les amis, quel jour allais-tu me dire que tu allais être père? Non, calme, elle est enceinte, mais je ne suis pas avec elle. Je suis juste allée là-bas en ville pour assumer l'enfant, j'ai parlé, j'ai discuté avec sa famille, mais je suis entrée et je suis ressortie en courant. Je ne suis même pas restée à la maison parce que sa maison est toute en désordre. Je ne crois pas, je n'aime pas y aller. Léonard, cet enfant est le tien. Sais-tu si cet enfant est le tien? Oh, je crois que oui. Moi, en pleurs. Non, c'est... J'ai raccroché et je suis restée à réfléchir. En pleurs, les larmes coulant. Calme, j'ai besoin de respirer. J'avais déjà retracé toute la vie de cette fille. J'ai pris le téléphone de sa sœur qui a un commerce là-bas en ville. J'ai appelé. Écoute Fanny, tu ne me connais pas, je suis Marine. J'appelle pour te dire que ta sœur est enceinte de mon mari. Quoi? Oui, tu sais que ta sœur est enceinte de mon mari. Léonard? C'est... J'ai dit, non, mais Léonard sort avec ma sœur depuis longtemps. Là, la terre s'est ouverte sous mes pieds. Elle a même passé Noël avec lui là-bas chez sa mère. Ma fille, tous les week-ends, elle va chez ta belle-mère pour jouer avec ta nièce. Ils sont allés à Troyes. Ils sont allés au parc aquatique. Tous les week-ends, ma sœur y va. Ils sortent ensemble depuis longtemps. J'ai raccroché et je l'ai appelée. Écoute, je viens de parler avec la sœur de ton amante et elle m'a déjà confirmé que vous deux êtes ensemble. Pourquoi l'as-tu appelée? Pourquoi tu n'as pas demandé? N'importe quoi que tu me demanderais, je te le dirai. J'ai dit, sérieux, j'attends une réponse ici depuis octobre. Tu allais vraiment me le dire. Alors d'accord, alors. J'ai dit, mais maintenant je te demande, tu sors vraiment avec elle? Oui. Quand allais-tu me dire que tu sortais avec elle? Oh, c'est que je ne voulais pas te déranger, je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais que la tempête se calme d'abord pour que nous nous asseyions pour parler. Je ne veux pas que tu te sentes mal, c'est que je ne voulais pas te faire de mal de quelque manière que ce soit. Léonard, tu sors avec une autre personne? Oui, et je couche avec elle tous les jours. J'ai raccroché, je suis allée au travail folle, je me suis sentie très mal. Je suis rentrée à la maison, j'ai mal dormi. En fait, je n'ai pas dormi, j'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain, j'ai dit, oui, je crois que je vais continuer ma vie. Je ne veux plus de ça, cette histoire, ça suffit, c'est fini. Le lendemain, je reçois la nouvelle, vers 1h de l'après-midi, que mon grand-père est décédé dans la ville de ma mère. Je dois partir en courant dans la ville de ma mère pour les funérailles de mon grand-père. Je me suis sentie très mal aux funérailles et j'ai tenté de me suicider. Ma famille m'a beaucoup accueillie. J'étais folle parce que j'avais déjà traversé le deuil de mon père. J'étais en deuil de mon père. J'ai découvert la trahison. J'ai eu une MIP. J'ai découvert la grossesse. Mon grand-père est mort. J'ai eu une chirurgie. C'était beaucoup de choses. Et je me suis sentie très mal. Je me souviens que je pleurais tellement. J'ai dit, « Maman, je veux divorcer, ça ne te dérangera pas. Jamais ça ne me dérangera que tu divorces. » J'ai dit, « Pourquoi le mariage est-il quelque chose de si sérieux, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ta faute. » Je me souviens que je lui ai dit, « Je crois que je veux divorcer. » Il s'est tourné vers moi et a dit, « Non, nous allons attendre que la tempête se calme pour que nous nous asseyions pour parler. Nous allons attendre que les choses s'équilibrent un peu et tout ira bien. » J'ai dit, « C'est vrai, nous allons attendre que la tempête se calme, n'est-ce pas? Je ne vais pas divorcer. Et notre bague? Ah, j'ai rangé la bague. Attends que tout cela se termine, attends que tout cela passe, nous nous asseyirons, nous parlerons, nous nous remettrons. Moi tombant encore dans le piège, même mon esprit dans cette conversation. Ce fut le moment où j'ai dit, je veux vraiment divorcer. Je lui ai dit, je veux le divorce. D'accord, mais le mariage est quelque chose de très sérieux. Réfléchis-y d'abord. Dans ma tête, je me disais, punaise de vie, mais ce que tu as fait est aussi très sérieux. C'est mal. J'ai dit, écoute, cherche un avocat parce que je ne paierai pas le divorce.
Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est toi qui paieras. J'ai dit, je vais attendre. Je suis allée à ma consultation avec ma psychologue et je lui ai raconté. Elle s'est tournée vers moi et a dit, Marine, je ne veux pas me mêler de ta vie, mais jusqu'à quand vas-tu laisser Léonard prendre les décisions? Pourquoi ne te débrouilles-tu pas seule pour demander le divorce? Déposer la demande de divorce, faire ce que tu dois faire seule. Tu es entre ses mains, tu l'as toujours été. Tu as passé tout ce temps à attendre une réponse de lui qui n'est pas venue et maintenant tu vas attendre la réponse de ton divorce? Ne crois-tu pas qu'il est temps que tu te libères, que tu sois libre? Je lui ai dit, mon Dieu, c'est vrai, je suis allée seule. J'ai cherché une avocate seule. Je me suis occupée des choses seule. L'avocate l'a contacté et il m'a appelé furieux. Pourquoi tu cherches un avocat? Je ne t'ai pas dit que j'allais le chercher, que j'allais le résoudre? Tu paies cher cette femme. Et en me criant dessus, tu verras, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je t'ai déjà dit d'attendre, ce n'est pas comme ça. Je vais attendre que la tempête se calme. Il est devenu furieux parce que je lui ai demandé le divorce. J'ai dit, non mais je veux. Je me souviens que j'ai eu très peur et mon avocate m'a donné de la force. Elle a dit, non, tu ne vas pas faire marche arrière, tu vas continuer. Parce que j'avais beaucoup plus peur de lui que de ma décision. Je remercie beaucoup Dieu, l'avocate, la psychologue, qui sont arrivées dans ma vie, parce que ce furent des femmes fortes qui l'ont remis à sa place et qui m'ont mené là où j'arrive. Si elles n'avaient pas dit « Réveille-toi, nous allons déposer la demande de divorce, nous allons faire ceci », je crois que je serais encore couchée dans une chambre en pleurs. Ce furent des femmes qui m'ont relevée et m'ont aidée. Quand il a découvert que j'allais vraiment déposer la demande de divorce, il a quand même voulu me rencontrer pour parler. Je ne l'ai pas rencontré. Je n'ai plus voulu le rencontrer. Il y a eu un jour où il a beaucoup insisté. J'ai dit, écoute, oui je te rencontre, mais maintenant à 6h30 du soir si tu veux. Oh, je ne peux pas à cette heure-là. Alors je ne peux pas te rencontrer. Il s'est tourné et a dit, mais je peux t'appeler? J'ai dit, oui, nous avons tout réglé par téléphone. Comment se ferait la division des biens? Comment toutes les choses se passeraient? J'ai dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rien savoir de ta vie et tu ne sauras rien de la mienne. Nous avançons. Malgré tout, il a continué à me traiter avec des surnoms affectueux, à m'envoyer des bonjours, à me demander comment j'allais. Il a continué à me chercher jusqu'à récemment, il y a quelques jours. J'ai découvert que je pensais qu'il n'avait couché qu'une seule fois, que la grossesse était un accident, que c'était après la mort de mon père. J'ai découvert que non, qu'ils étaient déjà ensemble depuis 2023, depuis qu'il était entré là-bas. Il s'est déjà impliqué avec elle. Ce n'est pas une seule fois qu'ils ont été ensemble. Il avait déjà assumé devant l'entreprise qu'il était son petit ami là-bas. Il était marié, son petit ami à Vénissieux. Il était mon mari. Ils allaient à la salle de sport comme deux amoureux. Je ne sais même pas s'il travaillait tard le samedi, ce qu'il faisait là-bas. Mais il était déjà son petit ami depuis 2023, marié avec moi. Ce fut le moment où j'ai dit « Mon Dieu, comment est-ce possible ?» Il m'a dit que c'était une seule fois. Mais non, il était toujours avec elle et m'a toujours menti, m'a toujours apporté des choses de la rue. J'allais toujours chez le gynécologue. Alors j'ai commencé à mieux comprendre la chose. C'est seulement devenu grave quand j'ai vraiment eu la MIP, mais qu'aujourd'hui il sortait déjà avec elle depuis longtemps. Toute l'entreprise le savait, tout le monde le soutenait, la famille d'elle le savait déjà, tout le monde savait qu'il était marié et tout le monde soutenait la relation des deux. Quand j'ai tout découvert, les personnes de son entreprise avec qui j'ai pris contact m'ont soutenu à aller de l'avant, à renoncer à mon mariage. Sa famille a soutenu de renoncer au mariage et d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tout le monde savait déjà qu'ils étaient en couple, qu'ils l'aimaient déjà, que c'était avec elle qu'il voulait être. C'est pourquoi il a été si facile pour la famille d'accepter et de ne pas me contacter pour me demander si j'allais bien. C'est pourquoi il a été facile pour les gens de l'entreprise de dire « Continue ta vie ». Parce que tout le monde savait déjà qu'ils étaient en couple, sauf moi. Maintenant, je continue ma vie, je vais bien. J'essaie de me remettre du mieux possible. Tout ira bien, je le crois. Nous sommes en cours de divorce, l'appartement a déjà été vendu, c'est déjà en cours avec la banque postale et le divorce sera bientôt prononcé aussi. Nous n'avons pas divorcé parce que c'est récent. Tout ce qui s'est passé, c'était en février. Nous sommes en mai. Maintenant, il ne reste plus qu'à signer le divorce.
Je ne sais pas encore ce qui se passera à partir de maintenant, mais j'espère que mon histoire sera belle à partir de maintenant. J'espère vraiment bien me remettre des deuils, des rancœurs, des tristesses et de tout ce que j'ai traversé. Je crois que ce que j'ai vécu, personne ne le mérite. Personne ne le méritait. Je crois que c'était une simple conversation, un dialogue. Je ne le méritais pas, mais puisque ça arrive, que ce soit. J'espère que ce sera une alerte pour d'autres femmes pour qu'elles comprennent les signes, qu'elles comprennent quand les choses ne vont pas bien, que les femmes comprennent la signification de la dépendance émotionnelle. Si je n'avais pas eu de dépendance émotionnelle, peut-être que je me serais déjà sortie de ça. Mais expliquer ça à une fille qui a été abandonnée par son père et a mis tous ses espoirs dans un homme qu'elle croyait être l'amour de sa vie. Je reste ici avec mon récit, et puisse-t-il aider beaucoup de filles, beaucoup de femmes, et puissions-nous vaincre un jour à la fois, comme je le disais toujours. C'est tout. Les amis, avez-vous aussi été émus par cette histoire? Je sais que beaucoup d'entre vous ont traversé ou traversent des situations similaires. Veuillez commenter ci-dessous pour que je sache ce que vous en avez pensé. Partagez cette vidéo avec toutes les personnes que vous aimez et qui pourraient avoir besoin d'entendre cela. Si vous voulez raconter votre histoire ici sur notre chaîne, il vous suffit de remplir le formulaire qui se trouve dans la description de la vidéo. Et pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci, qui touche le cœur et enseigne beaucoup sur la vie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Souvenez-vous toujours, vous méritez d'être aimé et respecté. Un jour à la fois, nous y arriverons. À la prochaine vidéo!